Bonjour à vous quatre. Donc rapidement les présentations, vous allez nous parler après de chacun de vos secteurs. Tout d'abord, bonjour Marine Jantet. Vous êtes directrice des risques professionnels de la CNAM TS. Oui. Ça marche. Bonjour. Monsieur Stéphane Pimbert, vous êtes directeur général de l'INRS. Bonjour. Bonjour. Hervé Lanouzière, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ANACT. Bonjour. Et puis, Madame Marie-Christine Guillaume, vous êtes directrice des services et prestations OPP-BTP. Bonjour. Voilà, on parlera de la filière OPP-BTP juste dans quelques instants. On va démarrer avec vous, Marine Jantet, pour un panorama, puisque la thématique de cette conférence, c'est quand même de faire un état des lieux et de dresser les perspectives du secteur. Donc, parlez-nous notamment du PST3 et dites-nous un peu l'actualité du secteur de la prévention. Voilà, bonjour à tous. Oui, donc je dirige moi la branche accident du travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie. Et donc, on est l'organisme, l'assureur obligatoire de ce secteur-là. Et évidemment, on inscrit l'ensemble de nos actions dans la logique et les grands axes du PST3, du plan Santé-Travail 3, qui a été annoncé par la ministre du Travail en décembre dernier. Et en fait, ce plan réinstaure et remet vraiment sur le devant de la scène la logique de prévention et notamment le développement d'une culture de prévention qui est un élément extrêmement indispensable pour arriver à construire dans la durée des actions au sein des entreprises et arriver à mobiliser les acteurs. Il faut savoir qu'actuellement, on a une sinistralité qui n'a fait que décliner, et ça c'est fort heureux, hein, depuis 50 ans. Là, on est à peu près à une fréquence de 34 pour 1000. Donc, on était dans les années 50 à peu près à 150. Il faut voir qu'on a vraiment pas mal réduit, et ça c'est l'effort, c'est le fruit de l'effort de tout le monde. Mais on arrive à un palier. Et ce palier, en fait, là, on se rend compte qu'on est à un moment où, après avoir beaucoup sécurisé les machines, essayé d'organiser les choses, on voit que maintenant, on touche vraiment à l'organisation quotidienne et qu'il va falloir entrer dans une période un peu plus dure de travail de terrain pour arriver à continuer, évidemment stabiliser, voire encore réduire cette sinistralité. Alors, comment on fait pour faire ça? Parce que c'est quelque chose, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Surtout qu'en plus, quand on regarde les causes principales d'accidents de travail, c'est des causes vraiment évitables. Hein. C'est surtout de la manutention et des chutes. Donc, c'est quand même des choses qu'on peut envisager en termes d'organisation du travail, de faire réduire cette fréquence d'accidents. Alors, 3 moyens de réduire. Déjà, d'aider les entreprises à évaluer leurs risques. C'est quelque chose qui paraît juste une évidence, sauf que vous savez que maintenant, chaque entreprise est obligée d'avoir son document unique d'évaluation des risques, mais on se rend compte que à peu près seulement la moitié des salariés sont couverts par un document d'évaluation des risques. Encore maintenant, plus de 10 ans après la mise en œuvre de cette mesure, qui est une obligation réglementaire, mais ce n'est pas parce que vous décrétez que c'est obligatoire que ça se fait. Et donc, il faut aider les entreprises, parce qu'on a quand même une majorité de TPE-PME dans le paysage économique français, et c'est des petites entreprises qui n'ont pas forcément des ressources pour avoir des gens dédiés à cette action. Donc avec l'INRS, Stéphane Pimbert en reparlera, on développe maintenant des outils d'évaluation des risques très simples, OIRA, qui sont sous forme de questionnaires Internet, hein, donc Stéphane en reparlera après, qui permettent à des entreprises très rapidement de pouvoir, sur certains secteurs d'activité, pouvoir décliner, évaluer leurs risques et avoir un plan d'action adapté. Donc, deuxième grande étape, une fois que vous avez évalué les risques, c'est évidemment de former l'ensemble du personnel, évidemment les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés. Alors là-dessus, la branche fait un travail de très longue haleine aussi depuis longtemps. À la fois dans la formation initiale, on travaille avec les lycées professionnels, mais on travaille aussi avec les branches professionnelles pour tout ce qui est apprentissage, où on forme des tuteurs au moment des stages en entreprise. On sait que les jeunes, c'est quand même malheureusement ceux qui ont une sinistralité beaucoup plus importante que les autres embauchés, parce qu'ils ne sont pas encore sensibilisés à ces risques-là. C'est quand même, comme je dis, toujours très embêtant de démarrer sa vie professionnelle par un accident.
Et donc, on essaye de sensibiliser, on forme en même temps le jeune et le tuteur pour essayer, dès l'arrivée dans l'entreprise, d'apprendre à travailler dans des conditions maximales de sécurité. Et puis, évidemment, on a aussi un travail pour former l'encadrement, hein, les écoles d'ingénieurs. Là, on a fait un label avec l'INRS. On a remis 6 labels à des écoles d'ingénieurs très investies dans l'enseignement de la santé et sécurité au travail dans leurs enseignements initiaux. Et aussi, on a mené une convention avec le réseau Polytech pour aussi, qui va couvrir plus de 14 000 élèves, pour aussi les sensibiliser dans l'ensemble d'un réseau d'écoles d'ingénieurs. Donc ça, je pense que c'est aussi, là, on travaille pour l'avenir. Hein, c'est un travail de longue haleine, la culture de prévention. Et puis après, il y a tout ce qui est formation continue. Là aussi, avec l'INRS, je pense que l'INRS en reparlera. On a fait le choix de faire un plan national de formation où on est dans une logique d'habilitation d'organismes de formation et on démultiplie pour arriver à toucher. Parce que notre sujet, c'est que nous, on ne peut pas en direct former tout le monde. On est face à des entreprises qui se renouvellent et donc il faut avoir des relais actifs. Enfin, dernier point, c'est évidemment tout ce qui est sensibilisation, parce que ce n'est pas le tout d'évaluer les risques et de former. Il faut quand même arriver à convaincre les entreprises que ce n'est pas une obligation seulement réglementaire. C'est aussi, et ça on en est persuadé, on fait des travaux en ce sens, que c'est aussi un levier de performance. Et ce n'est pas seulement pour faire sa BA sociale. Oui, c'est pas que de la contrainte. Mais non, c'est pas que de la contrainte et que tout le monde y a intérêt en fait. Donc là aussi, on essaye de trouver on va faire un plan de communication là-dessus pour essayer de former, de motiver en fait les entreprises en leur montrant leur intérêt à agir et pas seulement que sur une logique sociale. Il faut savoir que nos collègues allemands ont fait ça. Ils sont en train de lancer toute une grande campagne sur la culture de prévention qui est assez intéressante. Donc évidemment, on essaye de s'inspirer des bonnes nouvelles. Voilà. Et puis évidemment, nous, en dernier lieu, une fois qu'on essaie de sensibiliser et de convaincre, on essaye de proposer aussi des solutions clés en main aux entreprises, parce qu'on a des programmes nationaux, on y reviendra, qui nous permettent en fait le plus simplement possible. Et aussi, l'objectif, c'est de rendre les entreprises autonomes. Hein. On n'est pas là pour être en permanence derrière eux. La logique, c'est leur dire qu'ils ont intérêt à le faire et qu'après, s'ils veulent le faire, voilà, il y a des programmes qui sont prêts sur des grands risques qui sont évidemment les TMS, les chutes de hauteur et puis les expositions à des cancérigènes. On y reviendra peut-être. Voilà. D'accord. Je vous passe la parole maintenant, Hervé Lanouzière. Vous allez nous faire un panorama un peu historique de l'évolution de ce concept qui, au début, était un peu de la sécurité de base et qui a évolué progressivement vers aujourd'hui le stade où on en est, où on est vraiment sur de la prévention et sur encadrer au maximum la santé dans l'entreprise. Oui, on est peut-être même encore en train de passer un nouveau cap. Oui, on passe un cap en ce moment. De la prévention. Mais effectivement, alors je rappelle juste effectivement en 2 mots que l'ANACT, parce qu'on est plusieurs acteurs autour Bien sûr, à travailler ensemble sur ces sujets-là. L'ANACT, c'est un établissement public qui est un opérateur de l'État et qui, lui, on va dire, travaille plus dans une logique de pilote, de conduite d'expérimentation, sous un angle, en s'intéressant aux conditions de travail, plus particulièrement sous l'angle organisationnel et sous l'angle des relations professionnelles. Hein, donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un champ santé-sécurité stricto sensu, mais on part du principe, et on a un certain nombre de postulats, que l'organisation du travail, c'est un élément déterminant des conditions de travail dans l'entreprise et aussi de la performance dans l'entreprise, et que le dialogue social, qui est un des axes transversaux du 3e plan santé au travail, est un moyen d'atteindre des résultats satisfaisants en matière de conditions de travail. C'est-à-dire une construction, on va dire, participative et paritaire des conditions de travail. Alors oui, pourquoi dresser un rapide panorama de là où on en est aujourd'hui? Parce que la prévention, en fait, c'est quelque chose qui avance très très lentement. Marine a dit tout à l'heure qu'effectivement, on a fait d'énormes progrès. C'est vrai qu'on a fait pendant plusieurs décennies d'énormes progrès sur le champ de la santé et sécurité au travail, notamment en matière de sinistralité, accident du travail. Il suffit de regarder la courbe de statistiques pour voir que, on va dire, si on prend les 100 dernières années, on a vraiment fait d'énormes progrès jusqu'à un palier qu'on a beaucoup de mal maintenant à passer, parce que et on voit bien que pour pouvoir passer ce palier, il va falloir peut-être qu'on change de modèle, qu'on change un peu de paradigme, de façon de voir les choses. Ça invalide pas tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bien évidemment. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commencé par une logique de réparation, quoi. Il y a un peu plus de 100 ans maintenant, on le sait, la loi de 1898, elle a mis en place un dispositif de réparation qui est toujours aujourd'hui évidemment d'actualité. On ne peut plus valide et on ne peut plus important. Simplement, évidemment, l'approche de la prévention, enfin l'approche par la réparation, c'est quand même une approche un peu fataliste, un peu déterministe. Et on part du principe qu'il va y avoir des accidents et on va les réparer. Donc il y a bien longtemps, bien évidemment, qu'on dit qu'il faut faire au-delà de la réparation et qu'il faut faire de la prévention. Ceci étant, les partenaires sociaux dans le 3e plan santé au travail font eux-mêmes le constat que jusqu'à maintenant,
on a quand même plutôt une approche réparatrice qu'une approche préventive. Même si on dit le contraire, même si nous, dans nos travaux au quotidien, on promeut la prévention, les entreprises sont quand même encore dans une approche qui est une approche un petit peu limitée, qui est celle donc de la premier temps de la réparation bien évidemment, et puis ensuite on va dire qu'on est resté sur cette approche réparation jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a connu ce que vous savez tous, c'est la logique de protection. C'est-à-dire, et ça s'est traduit réglementairement par l'apparition de très très nombreux décrets, qui c'est ce qu'on appelait des décrets techniques. On est dans des obligations de moyens. Si on prenait les chantiers du BTP, on avait le fameux décret du 8 janvier 65 qui disait qu'il fallait avoir une plainte de 15 cm de hauteur, une sous-lisse à 45 cm, une lisse. On est dans des obligations de moyens qui a permis aussi de faire d'énormes progrès sur les chantiers, dans les entreprises, avec les machines. Mais on a pu constater ces dernières années que même avec une logique de protection, de texte fixant des obligations de moyens, on avait encore des accidents du travail, on avait encore des maladies professionnelles, on avait y compris des phénomènes comme les risques psychosociaux sur lesquels on a plus difficilement pris avec des obligations de moyens. Ce qui veut dire que, et ça nous a amené jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, cette logique de moyens, donc une nouvelle strate, la réparation, des obligations de moyens, et puis sont arrivées d'abord la loi de 76 sur la sécurité intégrée en France, mais aussi toutes les directives européennes, et la nouvelle approche, et aussi les principes généraux de prévention, qui ont un peu mis fin à cette approche par les moyens en disant, mais finalement, et d'ailleurs ça s'est traduit par une prise de position très sévère de la Cour de cassation qui a dit, finalement, vous n'avez pas tant une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. Vous avez une obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire que les dispositifs maintenant réglementaires ne fixent pas des obligations de moyens, ils fixent des objectifs à atteindre, des obligations de résultat, et l'employeur doit appliquer des mesures générales de prévention qui peuvent paraître comme ça un peu absconses quand on les récite, mais qui ont une portée pratique extrêmement importante, et c'est exactement ce dont Marine parlait tout à l'heure, c'est la culture de prévention. Le prochain progrès, la prochaine marche qu'il va falloir gravir, elle va être compliquée, parce qu'elle ne porte plus sur la technique, elle porte plus sur des choses qu'on sait faire, qu'on a déjà fait et qu'il faut continuer à faire. Je ne suis pas en train de dire que le fait de changer de modèle invalide ce qu'on a fait avant. C'est que le coup d'après, c'est effectivement travailler sur la prévention primaire, c'est-à-dire anticiper très très en amont dans la conception du travail les conditions effectivement dans lesquelles les salariés vont être exposés éventuellement à des risques et le faire par tout moyen approprié. C'est-à-dire que c'est une culture de pensée, c'est une façon de penser, c'est une façon d'aborder que le manager, que le chef d'atelier, que l'employeur doivent avoir, y compris le salarié bien évidemment, doivent avoir, non pas dans une logique de j'applique un texte, mais qu'est-ce qui fait que ma santé au travail va éventuellement être mise en difficulté dans telle situation et comment je m'en protège. Et ça, c'est la logique de prévention dans laquelle on est depuis le début des années 80. Aujourd'hui, on est à 80, 90. Aujourd'hui, on est en train de développer cette culture de prévention. On a encore un gros travail à faire. Marie a parlé beaucoup tout à l'heure de la formation des managers, des ingénieurs. On est tous convaincus aujourd'hui que c'est là, et pour les décennies à venir, qu'on a d'énormes changements culturels à aborder. Et puis on pense, et ça à l'ANACT, on est particulièrement, vous n'en serez pas surpris, satisfait de voir que c'est un axe essentiel du 3e plan santé au travail. On pense qu'on est en train de passer aujourd'hui même carrément une 4e étape. On est au balbutiement. Vous avez tous entendu parler de la qualité de vie au travail. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont des dispositifs, des appareillages complètement différents de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. On va encore au-delà de la prévention, c'est-à-dire on n'aborde plus le travail comme un facteur de risque, mais comme un facteur de ressources, c'est-à-dire comme un potentiel, comme un moyen pour le salarié d'abord de se développer et pour l'entreprise d'obtenir de la performance. C'est-à-dire que quand le 3e plan santé au travail dit on va développer la qualité de vie au travail, ça veut dire qu'il va s'attaquer sérieusement au sujet du dialogue social, à la manière dont on va s'intéresser à l'activité réelle de travail, à la manière dont on va faire du travail un objet non pas de risque, dont on va se protéger, mais un facteur de ressources, qui veut dire que ça change quand même sérieusement l'approche des choses. Ça veut dire qu'un employeur doit se poser la question de la manière dont il organise le travail avec les salariés, parce qu'il ne pourra pas l'organiser tout seul, pour pouvoir faire en sorte que, ça soit satisfaisant pour leur santé, et 2, satisfaisant sur sa performance, puisque un des postulats aussi de l'ANACT, c'est qu'il y a des effets de synergie entre la promotion de la santé et la performance de l'entreprise. Pour finir, en une phrase, ce qu'on dit toujours dans notre contrat d'objectifs et de performance, c'est que notre ambition, c'est de hisser les conditions de travail au rang des paramètres stratégiques dans les processus de décision des employeurs. Alors, ça peut paraître un peu techno de le dire comme ça, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on ne met pas en place une nouvelle machine, une nouvelle chaîne de production, un nouveau système d'information, en se posant la question après de qu'est-ce que ça produit sur la santé des salariés. Donc c'est la fameuse approche par les risques. Mais dès le début, dans les paramètres de décision et de conception d'une organisation, on se pose la question de quelle est la meilleure manière de faire pour que cette organisation, elle produise de la santé et donc de la performance, parce qu'on pense que si les salariés sont en bonne santé, ils vont être très engagés, très motivés et très performants. Bien sûr. Travailler sur l'environnement, quoi. Marine, on vous redonne la parole peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit et puis également les actions.
que vous avez, vous, sur les démarches d'évaluation, par exemple, des risques et la planification, puisqu'on parle de l'environnement? Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a donc développé des outils parce que, voilà, je rappelle quand même que la principale cible de nos actions, c'est les TPE-PME. Les grands groupes, ça représente seulement un tiers des entreprises en France. Les 2 tiers, c'est des TPE-PME. Donc ça reste quelque chose, des gens qui sont avec un cycle de vie de ces entreprises qui sont assez courts, hein. On se rend compte qu'il y a des entreprises qui disparaissent tous les 5 ans, hein. Donc il faut d'autres qui s'en créent. Donc avec des gens qui changent, des toutes petites boîtes où les gens ont plusieurs casquettes. Et donc, il faut qu'on arrive à leur trouver, à leur proposer des outils d'évaluation des risques extrêmement opérationnels et simples et adaptés à leur secteur d'activité. Nous, on couvre tous les secteurs d'activité. Donc, évidemment, on part pas de tous les, on ne peut pas commencer par tout, on commence par certains. Donc, on a des priorités dans le cadre de notre COG, notre contrat d'objectifs et de gestion avec l'État, sur un certain nombre de métiers. Et on a développé avec l'INRS, en fait, des outils sur la restauration traditionnelle, les garages, les maçons et puis le transport routier de marchandises qui sont en fait, on ne les a pas ciblés par hasard, c'est quand même aussi des secteurs d'activité où il y a beaucoup de TPE évidemment et beaucoup de sinistralité. Voilà, on est donc à la fois en termes d'accidents et aussi, je rappelle, TMS, les troubles musculo-squelettiques sont la première maladie professionnelle qu'on reconnaît en France de très loin. Il représente 97% des maladies professionnelles, donc c'est quand même quelque chose sur lequel la prévention et l'évaluation est indispensable. Mais je peut-être passe la parole à Stéphane qui a développé, parce que l'INRS a beaucoup travaillé là-dessus. Alors Stéphane Pimbert, oui, parlez-nous un petit peu de l'action de l'INRS qui prolonge finalement tout ce qui est mis en place par la CNAM. Oui, merci. Alors l'INRS a été créé en 1947, ça va être les 70 ans l'année prochaine. Et pourquoi l'INRS a été créé? Eh bien, pour être une structure d'appui aux caisses régionales qui dépendent de la branche AT-MP et pour apporter surtout une mission de base qui est très simple au départ, qui est la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. Alors, mission très simple, mais on sait que dans les années 50, dans les années 60 et même encore maintenant, c'est quelque chose qui en fait est compliqué derrière. Alors, on a cet objectif principal, cette mission même qui nous est donnée dans le cadre des statuts de l'INRS, de la fondation de l'INRS. L'INRS, c'est une structure qui est très proche de la CNAM, on l'a dit, Marine Janté le disait. On a comme relais au quotidien vers les entreprises, les CARSAT notamment, qui sont sur l'ensemble des territoires, qui font un travail de proximité auprès des entreprises et un vrai travail de fond auprès des entreprises. On a d'autres acteurs complémentaires que sont l'ANACT et le PPBTP, j'y reviendrai un petit peu après. Mais l'objectif INRS, c'est éviter les maladies et les maladies professionnelles et accidents du travail. Et pour ça, on a 4 façons de le faire, et quasiment presque depuis la création. D'abord, de la recherche. J'y reviendrai sur des sujets qui sont notamment des sujets novateurs. Alors, la recherche, on a la formation, Marine Janté l'évoquait aussi, et je vais y revenir à travers différents moyens. On a de l'assistance aux CARSAT, aux médecins du travail, aux entreprises, et puis on a de l'information. Alors, si je reprends l'information dans les années 50-60, c'était des affiches, c'était des brochures. Maintenant, l'information pour l'INRS, c'est un site web avec 30 000 consultations par jour, 33 millions de téléchargements l'an dernier. Il est facile à trouver, vous faites inrs.fr et vous avez le site INRS qui peut vous amener différents niveaux d'informations sur les sujets que vous cherchez. Bien entendu, on a 800 brochures, 800 brochures, etc., des newsletters électroniques, et on a vraiment beaucoup d'éléments de stratégie digitale qu'on met en place pour informer, encore une fois, tous les préventeurs, CARSAT, médecins, entreprises, employeurs, salariés, etc., et relais sur place. Et puis, je vais parler de l'information. L'assistance, c'est l'assistance directe, encore une fois, aux médecins du travail, aux CARSAT, aux entreprises. C'est 30 000 questions par an à l'INRS auxquelles on répond par mail, par téléphone, etc. L'aspect formation, Marine Janté l'évoquait, quasiment dès le début de l'INRS, un élément important, ça a été la formation des salariés, la formation des médecins du travail, la formation des CARSAT dans lequel l'INRS joue un rôle important pour les CARSAT. Et puis, on a développé depuis toute une partie de formation vers
ce qu'on appelle la formation initiale, vers les CFA au départ, vers les CFA, vers les lycées professionnels, et puis maintenant de plus en plus vers les écoles d'ingénieurs. Marine Janté le citait tout à l'heure avec le travail avec le CNEST notamment, qui est un travail qui est fait depuis de longues années à l'INRS vers les grandes écoles. Et puis les études et recherches, c'est là où l'INRS est peut-être novateur et apporte les éléments d'avenir et les éléments complémentaires là aussi. Alors les études et recherches, les principaux travaux de l'INRS, c'était il y a 50 ans autour des machines, autour des sujets qui étaient très traditionnels. Maintenant, c'est évidemment beaucoup plus autour de la chimie. 30% de l'activité, c'est sur le secteur de la chimie, autour des nanoparticules, autour des champs électromagnétiques, etc. Donc un travail important d'études et recherches sur lesquelles on a une grande partie de notre activité et que l'on fait en complémentarité, bien entendu, avec la CNAM, parce que notre but, il n'est pas uniquement de faire de la recherche, il est de faire de la recherche pour amener des solutions de prévention, les amener ces solutions au CARSAT, les amener aux entreprises et en complémentarité avec l'ANACT, notamment pour les domaines sur lesquels on travaille avec l'ANACT. On a d'ailleurs une convention de complémentarité. Et puis sur des sujets qui sont bâtiments et travaux publics, avec l'OPPBTP, où on a une collection de documents en commun, justement pour ne pas faire double emploi et pour avancer sur des sujets importants. Alors, juste un point, tout ça, ça se situe pour nous dans le cadre du plan stratégique INRS, qui lui-même est dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion de la branche ATMP, ça c'est un sujet important. Et puis, bien entendu, dans le cadre du plan santé-travail, qui est le numéro 3, là, où tous les acteurs qui sont ici en partie, où les acteurs se sont retrouvés dans un sens qui est réellement novateur, qui est, Hervé Lanouzière le disait, dans un sens qui est le sens de la prévention plutôt que la réparation. Mais on s'est tous retrouvés et on agit à la fois dans l'élaboration, on a agi en complémentarité et en pratique et sur le terrain en complémentarité pour la prévention de ces ATMP. Très bien. On peut peut-être dire un mot là justement, Marie-Christine Guillaume, vous allez prendre la parole pour justement nous parler de la branche particulière du BTP. On l'a vu là dans le dessin qui vient de passer. Bon, c'est des branches où il y a un risque assez important. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, votre regard sur l'évolution de la santé dans votre secteur? Alors, je vais déjà vous parler un petit peu de l'OPP-BTP, organisme de prévention de la branche du bâtiment et des travaux publics, un organisme qui, comme l'INRS, existe depuis 1947. Donc, on va faire de beaux anniversaires de 70 ans l'année prochaine. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises à travers du conseil, de la formation ou de l'information. Donc, nos actions sont décrites dans un plan stratégique qui s'appelle Horizon 2020 et qui s'inscrit en complète cohérence avec le PST3 et en complémentarité avec les actions de nos partenaires que sont la CNAMTS, l'INRS, l'ANACT, et je citerai aussi les services de santé au travail. Donc, dans ce plan Horizon 2020, le programme prioritaire, c'est effectivement de développer la culture prévention auprès de deux cibles prioritaires. La première, c'est les TPE. Et la seconde, ce sont les jeunes en formation, et c'est notre programme de formation initiale. Alors, pour cela, ce que je vais dire, c'est que si notre mission est un peu la même depuis 70 ans, ce qui a beaucoup changé sur les 10 dernières années, c'est la manière de porter le message dans les entreprises et essayer, comme le disait Hervé, de faire changer le regard de la prévention, qui jusqu'à présent était la prévention, l'analyse des risques, c'est réglementaire, c'est obligatoire, et de les faire passer vers c'est obligatoire, oui, mais c'est surtout une opportunité de progrès, une opportunité de performance dans l'entreprise. Alors pour ça, on a fait une petite enquête, une enquête au mois d'avril dernier auprès de 1100 entreprises, qui est un gros échantillon, pour savoir un petit peu quelle était leur réaction par rapport au document unique et à la manière d'aborder la prévention. On a été surpris par le chiffre que 82% des entreprises de toute taille avaient réalisé un document unique, ce qui est un très bon résultat. Mais il est un petit peu dégradé par le fait que seulement 45% de ces entreprises ont fait un plan d'action derrière. Et pour nous, c'est le plan d'action qui a du sens. Parce que faire un DU pour le mettre dans son placard, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on a posé un certain nombre de questions, notamment sur pourquoi vous l'avez fait, à quoi ça sert, quel est l'impact. Sur les entreprises qui n'ont pas de plan d'action, elles ne mesurent pas l'impact.
C'est obligatoire, on l'a fait. C'est obligatoire, c'est réglementaire, on est conforme et c'est tout. Pour les entreprises qui ont un plan d'action derrière, la réponse a été totalement différente parce qu'il y a eu des mesures d'impact qui sont à la fois économiques. Ça m'a fait gagner du temps parce que j'ai découvert des risques et donc je les ai anticipés. Ça m'a permis de développer un dialogue social dans mon entreprise parce que j'ai partagé ce document unique avec mes salariés. Chacun a pris conscience du fait que si on est moteur dans la prévention des risques, on se met en sécurité, on met ses collègues en sécurité, on améliore sa qualité de vie au travail, on évite l'accident. Donc, plus ce document unique est utilisé, comme un document collectif dans l'entreprise, plus l'impact est bénéfique pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'on veut aller dans ce sens. Alors vous me direz concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, on a développé un outil qui s'appelle Prévention et Performance, qui est à la fois une grille d'analyse, mais aussi on forme les gens à utiliser cette grille d'analyse. Et chaque fois qu'on intervient sur le terrain dans une entreprise, on associe toujours la proposition d'une mesure d'action, aussi simple soit-elle, par une mesure d'impact qui montre au chef d'entreprise et aux salariés de l'entreprise à quoi ça sert, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on va y gagner. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième action, comme je disais tout à l'heure, on a un énorme programme en formation initiale où on a développé des outils pédagogiques pour les enseignants des CFA, Centre de formation des apprentis, pour les lycées pro, et on développe des formations gratuites pour les enseignants pour justement intégrer cet argument positif de la prévention auprès des jeunes qui demain seront ceux qui seront dans les entreprises. On fait aussi passer le message dans une formation que l'on développe nous-mêmes. Donc, on anime 12 heures de cours dans les 19 IUT de génie civil avec un programme de formation qui s'articule autour du BEST, qui est bien sûr la référence de l'INRS, mais qui développe aussi cet argument positif de formation, et on continue aussi dans les écoles. Donc voilà, tout ça pour vous dire que notre action est vraiment de mobiliser, comme le disait Hervé tout à l'heure, vers ces nouveaux messages qui ont fait de la prévention parce que ça rapporte à l'entreprise, pas simplement parce que c'est obligatoire. Très bien. Est-ce que c'est nouveau d'ailleurs, vous allez prendre la parole Hervé, vous allez reprendre la parole. Est-ce que c'est nouveau d'ailleurs de quantifier, de mesurer le retour qu'on a, le retour, je ne vais pas dire sur investissement, mais si je mets en place non seulement une liste des risques, mais aussi un plan d'action derrière, est-ce que c'est récent, la mesure qu'on a de l'impact positif que ça a sur l'entreprise? Ça se mesure depuis peut-être 2-3 ans ou 4 ans, je ne sais pas. Plus que ça? En tout cas, je pense que le sens des évolutions que j'évoquais tout à l'heure, il est là, effectivement. Ça fait plusieurs fois, vous avez vu, on a tous prononcé le mot performance à chaque fois. Oui, carrément, carrément. Ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est-à-dire l'accord interprofessionnel de juin 2013 sur la qualité de vie au travail fait expressément ce lien entre, effectivement, santé au travail, prévention et performance. Alors, ce n'est pas effectivement le fruit du hasard. Je pense que aussi longtemps que les entreprises ont vu la santé-sécurité comme une obligation, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, donc comme quelque chose qu'il faut réparer ou quelque chose qu'il faut faire parce que c'est une obligation de moyens, c'est vécu comme un coût. Et puis bien évidemment, comme on est en matière de risque, on n'a jamais de certitude sur ce qui va se passer, c'est très très difficile de mesurer les effets. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, même de plus en plus d'entreprises, réalisent quand même que un des moyens d'atteindre la performance, c'est justement de travailler là-dessus. Alors il faut quand même, encore une fois, le documenter et venir l'objectiver, c'est sûr, parce qu'on peut aussi avoir la démonstration que sans santé-sécurité, on peut faire de la performance un certain temps, à court terme. Ce que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en évidence, c'est qu'effectivement, sur le long terme, prenons un exemple très concret, aujourd'hui, les entreprises qui viennent à l'ANACT, généralement, nous viennent pour des problèmes de quoi? D'absentéisme, de turnover, d'attractivité, de difficultés de recrutement, etc. C'est-à-dire, la question qui se pose à elles, c'est pas j'ai une obligation réglementaire, je dois travailler sur la pénibilité, c'est j'ai une machine qui n'est pas pourvue ce matin, je n'arrive pas, j'ai du turnover dans mon établissement, et ils font l'hypothèse, dans un premier temps intuitif, que c'est peut-être parce que leurs conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, qu'ils n'arrivent pas à garder les personnes, et qu'évidemment, en particulier dans les entreprises de service, ça a un impact direct sur la qualité du service et évidemment sur la performance de l'entreprise. Mais c'est vrai aussi en milieu industriel, où si vous avez beaucoup d'absentéisme, tout le monde sait très bien que... Alors les entreprises sont en train de prendre effectivement conscience du fait qu'un des leviers, je reviens tout à l'heure, un des leviers de leur performance, donc c'est effectivement de travailler sur ces questions-là. Ça suppose en revanche de savoir le documenter, donc je pense que les initiatives de l'OPP de ce point de vue-là
Voilà. Le bâtiment, c'est un paradoxe parce que c'est un des endroits où on peut démontrer qu'effectivement, le fait de mettre un échafaudage dans un premier temps sur un chantier, ça peut prendre du temps, mais qu'une fois qu'on a l'échafaudage, on va travailler beaucoup plus vite avec beaucoup plus de qualité que si on a une échelle, qu'on monte et qu'on descend 56 fois et qu'on fait tomber le pot. Enfin, vous voyez, c'est aussi bête que ça. Bon. Donc, on a évidemment aujourd'hui un gros travail à faire. Je pense que tous, dans les actions qu'on conduit à l'heure actuelle, on a le souci de, en même temps qu'on élabore un dispositif, de venir faire la démonstration, donc de réfléchir aux indicateurs qui vont permettre de faire l'évaluation et la démonstration que c'est efficace en termes, effectivement, pas seulement de réduction des coûts, mais aussi de promotion, encore une fois, de la performance. Très bien, oui. Pour compléter, c'est nouveau. 2, c'est compliqué d'évaluer. Bien sûr, bah oui. En fait, c'est pas si simple. On en a tous l'intime conviction. Après, quand vous voulez faire des études qui soient très robustes sur le plan méthodologique, c'est très compliqué parce que quels sont les effets jusqu'où vous allez? Il y a des impacts indirects, il y a des coûts indirects et il y a des coûts directs et indirects. Et plus on va plus loin, effectivement, on se rend compte que c'est pas si facile que ça de le faire. Troisièmement, en fait, je pense qu'il y a vraiment des liens. Enfin, nous, on va le faire côté assurance maladie. Alors, on a un double regard. Nous, on est à la fois l'assureur qui a un intérêt à réduire les risques et qui a une mission de prévention. Mais moi, je fais quand même partie d'une maison qui s'appelle la CNAM, qui s'occupe aussi des arrêts de travail. Et on a aussi un intérêt à réduire les arrêts de travail pour maîtriser les dépenses de santé. Et donc, on va faire un travail, là, une action vis-à-vis des entreprises qui sont fortement pourvoyeuses d'arrêts de travail, côté maladie. Et c'est vrai qu'on va se rendre compte, on est en train de le monter, parce qu'on voudrait faire sensibiliser les chefs d'entreprise sur le fait que faire le lien entre leur méthode de management, de leur organisation et l'absentéisme, qui leur coûte très cher, en fait, parce que c'est effectivement, il y a une question de compétences des gens qui partent, de désorganisation du travail, de la production. Et ça, c'est rarement mis en lien les uns bout à bout. Donc, on va essayer aussi de formaliser des argumentaires pour sensibiliser et les chefs d'entreprise et leur montrer qu'ils ont un intérêt à garder des gens et surtout, alors, on est aussi face, il y a une réalité, on va peut-être aussi en parler, on a une population active qui vieillit. Et on va devoir maintenir les gens de plus longtemps dans le travail parce qu'on a aussi un recul de l'âge légal de la retraite. Donc il y a un projet aussi sociétal. On y a aussi intérêt collectivement, il y a l'intérêt de l'entreprise, puis il y a l'intérêt de la société de maintenir dans l'emploi des gens le plus longtemps possible en bonne santé et en capacité de production. Et en plus, on se rend compte maintenant que dans certains cas, les entreprises n'arrivent pas à remplacer les compétences qui partent. Donc eux-mêmes ont intérêt à garder des gens qui ont une vraie valeur ajoutée, le temps de former des jeunes. Donc voilà, tout ça, c'est un tout qu'il faut qu'on arrive à mettre ensemble, mais c'est assez nouveau. Et c'est cette peut-être nouvelle dimension qu'on a dans l'entreprise libérée, dans toutes les nouvelles tendances de management aujourd'hui, d'avoir une attention toute particulière sur l'environnement du collaborateur pour que non seulement il n'y ait pas d'accident, mais en plus qu'ils soient en bonne santé. On a ce glissement un petit peu progressif. C'est peut-être. J'avais envie d'avoir votre avis, Stéphane, sur justement la recherche aujourd'hui que vous pouvez faire. Marine, tout à l'heure, vous évoquiez que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sont la première cause aujourd'hui de maladies professionnelles. Dans la recherche, est-ce que vous travaillez par exemple sur le je travaille debout? On a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent sur l'environnement de travail qui peuvent aller dans le bon sens. Oui, évidemment, on a ce travail. On a l'équivalent, il y a à peu près 13 équivalents de l'INRS en Europe. Et lorsqu'on fait des études prospectives, on s'aperçoit que le principal sujet pour les années à venir dans le domaine de la santé au travail, en tous les cas pour la recherche, c'est autour du vieillissement et du maintien dans l'emploi. Il y a évidemment l'aspect chimie, etc., mais autour du vieillissement. Marine le disait, l'aspect vieillissement, il est important, l'aspect maintien dans l'emploi. Quand on a des boulangers qui ont l'asthme du boulanger à 35 ans, quand on a des gens du bâtiment qui à 40 ans ont des problèmes de lombalgie, quand on a les troubles musculo-squelettiques avec des gens qui ne peuvent pas reprendre le travail alors qu'ils ont 40 ans, 45 ans, il faut trouver ces aspects-là. Je n'ai pas vu le dessin, mais en tous les cas, évidemment, on travaille sur ça. On a, je le disais tout à l'heure, signé une convention cadre et un accord de partenariat avec l'ANAC parce qu'on s'aperçoit sur des sujets, par exemple, qu'on a essayé de traiter les TMS, on a essayé de traiter les risques psychosociaux, on a essayé de traiter l'organisation, on a essayé de traiter les chutes de plein pied, et on s'aperçoit qu'en fait, nombre de ces sujets sont interdépendants. On s'aperçoit que les gens glissent parce qu'on les fait aller plus vite ou parce que le travail est mal organisé, qu'il y a des aspects de RPS peut-être liés à l'organisation du travail, qu'il y a des problèmes de machines parce qu'en fait, dans la conception de départ et dans l'organisation, tout n'a pas été prévu. Et donc, on a ces travaux
d'études et de recherche avec des entreprises, parce que c'est toujours pour une application dans l'entreprise qu'on le fait à l'INRS, mais on a évidemment ces travaux sur l'organisation, sur les risques psychosociaux, sur les troubles musculo-squelettiques. Encore une fois, c'est un élément important. Comme on l'a sur le vieillissement aussi, ces travaux, sujets qui sont importants. Et on travaille aussi sur un sujet, encore une fois, le maintien d'emploi ou les longues maladies, qui peut être un sujet très très important pour les salariés de l'entreprise. Et derrière ça, on a ce travail évidemment de prévention, mais aussi de culture de prévention, et je reviens sur ça, parce que c'est comment instiller dans l'entreprise le fait de ne pas faire simplement quelques actions, mais bien avoir un travail de fond, qui va permettre de réfléchir et de faire baisser encore plus ces actions et travail. Mais on a bien entendu ces travaux sur les sujets organisation, TMS, RPS, vieillissement et maintien dans l'emploi. Ce sont des sujets qui sont importants, on travaille toujours sur les machines, mais c'est aussi l'évolution de l'économie, l'évolution de la société qui nous fait travailler sur ça. Et dire juste, pour rebondir là-dessus, je voudrais vous annoncer qu'on va remettre dans une petite demi-heure des trophées justement qu'on appelle les trophées TMS Pro en lien avec notre programme en fait d'action et de prévention des troubles musculo-squelettiques. En fait, justement pour récompenser une série d'entreprises qui se sont énormément investies justement dans cette logique, comme l'expliquait Stéphane, d'une approche plus globale de sensibilisation au risque et dans la durée. Alors soit certaines dans la durée, soit qui ont commencé à l'occasion de ce programme. Donc il y a différentes approches et donc je vous invite tout à l'heure pour venir les féliciter, parce que je trouve qu'il y a honnêtement on a eu des candidatures très intéressantes de gens de petites et de grandes boîtes. Il y a de tous les secteurs et de toutes les tailles d'entreprise. Et justement, on voit bien que la logique, c'est vraiment l'implication de tous dans une logique assez généraliste, parce que c'est rarement un seul risque avec une seule solution. Tout à fait. J'aimerais qu'on revienne justement là-dessus. Donc le rendez-vous, c'est à 14h ici sur cette scène pour les trophées. Cette idée de cartographie un petit peu des risques et de la santé et de la prévention, c'est évident que tout est mêlé en fait. C'est vrai, tiens, on est mal organisé dans l'atelier, il y a des facteurs de risque supplémentaires, on va trop vite, on va se cogner à la table, etc. Donc cette idée d'avoir une cartographie plus générale et plus globale, une approche, vous sentez que ça se répand dans les entreprises? Peut-être, Marie-Christine, vous pouvez nous dire un mot, parce que je pense que le bâtiment, votre secteur, il est un peu à la pointe parce qu'il y a beaucoup de risques déjà dans le bâtiment. Donc c'est un secteur sur lequel les gens travaillent beaucoup, puis ils sont un peu en avance. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a 90% des gens qui avaient leur plan de risque, c'est énorme par rapport, on a vu, à la moyenne nationale. Après, il faut le plan d'action, bien sûr, c'est ce que vous avez souligné, mais comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont maintenant de plus en plus une approche un peu globale de leur travail, le transport, l'arrivée sur place, l'environnement? Est-ce que ça rentre un peu dans le management? Je ne pense pas qu'on peut répondre globalement à cette question, parce que je vais dire que rentre en cause dans la réponse, je dirais, la maturité de l'entreprise par rapport à ce sujet-là. Il est vrai que dans les grands groupes ou les grosses entreprises où il y a des chargés de prévention ou des responsables de sécurité ou du QHSE, ces personnes sont dans l'entreprise pour faire vivre au quotidien cette démarche, ce sentiment, cette prise de conscience. Dans les petites boîtes dont on parlait tout à l'heure, les TPE, je pense qu'on n'en est pas encore là. Parce que le patron de TPE, sa priorité numéro 1, c'est d'avoir un marché, c'est de faire rentrer de l'argent dans sa boîte et c'est de payer ses mecs à la fin du mois. Donc globalement, la priorité, ce n'est pas forcément sur la prévention. Néanmoins, peu à peu, les choses bougent. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est pas... c'est réglementé, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Chacun, avec une certaine prise de conscience, peut améliorer son quotidien. Donc en fait, il faut qu'on soit là-dedans, il faut qu'on soit dans le message permanent, continuer à faire passer les explications pour que chacun, petite goutte par petite goutte, propose dans l'entreprise des solutions qui ne sont peut-être pas énormes au départ, mais qui participent au bien-être et à l'amélioration des conditions de travail de tout le monde. Donc on ne va pas dire que l'entreprise le prend globalement, mais peu à peu, elle se rend compte, marche par marche, premier pas, deuxième pas, troisième pas, que ça va évoluer beaucoup de choses. Ça fait aussi évoluer, l'échange et le dynamisme dans l'entreprise. Quand on le prend de manière globale, chacun dans l'entreprise peut proposer une solution qui est à portée de main de l'entreprise. Donc voilà.
Bien ce que sûr. je voulais dire sur le C'est sujet. ce qu'on retrouve en fait dans Horizon 2020 peut-être. Horizon 2020, c'est donc notre plan stratégique dont le programme prioritaire numéro 1 est basé sur la culture prévention des entreprises. Comme je disais tout à l'heure, premièrement, les TPE, deuxièmement, la formation initiale. Parce qu'on participe aux côtés de l'éducation nationale à la rénovation de tous les diplômes. Il y a 5 diplômes à peu près par an qui sont rénovés chaque année. Et on se rendait compte que dans la kit compétences de ces diplômes, il n'y avait rien sur la prévention. Donc chaque année, on rajoute des choses auprès des jeunes et on essaye de les rendre concrètes en donnant des outils pédagogiques aux enseignants qui sont des études de cas, des situations de travail, pour provoquer, comment dire, le réflexe du avoir l'œil chez le jeune dans son métier au quotidien. Bien sûr, parce que vous reprenez la parole, Hervé, c'est peut-être un changement aujourd'hui majeur que les gens deviennent acteurs aussi de leur sécurité et de leur santé, de plus en plus. Oui, et puis depuis tout à l'heure, on parle de culture de prévention et du coup, on peut aussi se dire, mais qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Alors, je crois que très concrètement, parce qu'aujourd'hui, il serait faux de penser que les entreprises, notamment les grosses entreprises, mais même dans les PME, on ne fait pas de prévention, on ne fait pas de sécurité. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une véritable appropriation de la démarche de prévention des principes généraux dont je parlais tout à l'heure. Clairement, concrètement, on a dans des entreprises des minutes de sécurité. En début de poste, vous avez un chef d'atelier qui va dire aux salariés, il faut mettre ta ceinture de sécurité sur les chariots automoteurs. Et puis, il y a un grand silence derrière, parce que tous les salariés disent oui, bon voilà. Et puis, 5 minutes après, ils montent sur les chariots automoteurs, et puis aucun des salariés met sa ceinture de sécurité. Et le chef d'atelier est coincé dans cette logique. Il est face à des injonctions paradoxales où soit il sanctionne les salariés, mais les salariés ne pourront pas travailler. Et il n'a pas ce réflexe, dans un premier temps, de se dire, mais au fait, quelle est la raison pour laquelle vous ne portez pas ces ceintures de sécurité? Je prends un exemple très terre à terre, mais c'est pour bien montrer que la culture de prévention, c'est faire en sorte qu'un manager de terrain, et plutôt que d'avoir le réflexe de dire tu ne mets pas ton casque, tu ne mets pas ta ceinture, tu ne mets pas ton harnais, se poser la question de savoir, mais au fait, quelle est la raison pour laquelle? Et il va s'apercevoir peut-être que la personne qui est sur son chariot automoteur, il faut qu'elle descende 25 fois par heure de son chariot automoteur. Pourquoi? Parce que la manière dont on a déchargé les camions fait que pour pouvoir effectivement alimenter le stockage, il est obligé, on a déchargé le camion à l'envers par exemple, simplement parce que le camion n'arrive pas dans le bon sens et qu'il est obligé de déposer tous les matériaux au sol et qu'ensuite il faut qu'il aille les enlever, etc. Et donc s'il met une ceinture, il n'est pas productif et donc l'employeur va lui dire d'aller plus vite. Donc il y a une contradiction. Avoir la culture de prévention, c'est avoir un manager qui est en capacité d'interroger ça et parfois de trouver des solutions avec les salariés très terre à terre, très simple. Il n'y a même pas d'investissement derrière. C'est-à-dire le simple fait, c'est un exemple précis que j'ai en tête, mais le simple fait de dire à un moment donné, si les camions arrivaient par l'autre côté et qu'on les déchargeait dans l'autre sens, eh bien, on n'aurait pas besoin effectivement de descendre 25 fois du chariot automoteur. Et c'est ça, alors la culture de prévention, c'est avoir une démarche de prévention. Alors ça s'acquiert, c'est pas très compliqué. Bien sûr. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, par contre, on balbutie, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans conforme, pas conforme, obligation de moyens, est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire? Il faut déjà comprendre, et pour comprendre, il faut avoir une culture de prévention. C'est ça qu'on met derrière, c'est aussi simple que ça. Et là, on voit que ça a un impact sur l'organisation. Là, c'est l'exemple que vous donnez, et donc, on va c'est chercher un les impact vrais sur déterminants, les raisons pour lesquelles ils ne font pas. Oui, Stéphane. Oui, alors je vais... Hervé a expliqué la culture de prévention. Moi, je vais faire le lien avec la formation parce que un des éléments de base de la culture de prévention, c'est aussi la formation. On a dit qu'on travaillait sur la formation initiale depuis de nombreuses années. Et ça, c'est un travail très important qui a été fait dans les lycées professionnels, je l'ai déjà dit. Il y a une formation qui est une formation continue qui est là aussi très très importante. On a cité la formation des managers, et là c'est important, les générations, enfin au moins ma génération n'avait pas de formation dans les grandes écoles à la santé et sécurité au travail, et il faut cette formation des managers, et c'est quelque chose de très très important. Et puis, on a aussi le développement de la formation à grande échelle. On avait, et Marine Janté le citait, par exemple, à l'INRS, on formait à peu près 1200 préventeurs par an. On a mis en place avec la branche AT-MP, sur la base de référentiels qui ont été créés par la branche AT-MP, un système qui est une habilitation d'organismes qui utilisent ces référentiels, et on forme 900 000 personnes. Ce qui veut dire qu'on est passé de 1200 à 900 000, tout en ayant des contrôles du travail, de la formation qui a été faite. Mais c'est un élément important, et je crois que c'est un élément important aussi pour cette culture de prévention, c'est-à-dire que c'est aussi par la formation des jeunes, bien entendu, la formation continue, la formation des managers et la formation à grande échelle, qu'on arrivera aussi à développer cette culture de prévention. Je cite un exemple, on fait un concours vidéo à l'INRS avec des élèves de CFA qui font des petits films sur la prévention. C'était au départ
pour qu'ils fassent les petits films. C'est devenu depuis, je dirais, un objet pédagogique ou un sujet pédagogique pour les professeurs. Mais ça veut aussi dire que cette idée de prévention, elle est ancrée après dans la tête de ces jeunes qui ont fait ce concours vidéo. Ça y contribue. C'est par des actions, encore une fois, auprès des jeunes, continues, auprès des managers et à grande échelle qu'on arrivera aussi à développer cette culture de prévention. Très bien. Marine, peut-être, alors on regarde l'heure passée. Vous pouvez toujours, bien sûr, poser des questions via le numéro qui s'affiche 06 06 88 44 00. On peut peut-être aussi passer, si vous avez une question, on peut passer le micro, préparer une question. Marine, je vous redonne peut-être la parole. Les perspectives, aujourd'hui, on a fait un état des lieux assez clair, assez précis, je pense, sur aujourd'hui. Demain, comment on voit, puisque le PST3, si on reprend un peu ce fil rouge, c'est un plan qui se déroule dans le temps, dans les années. Le précédent plan datait de... Et il s'était terminé il y a 5 ans, enfin c'est tous les 5 ans. Voilà, c'est tous les 5 ans. Donc là, ça va nous emmener justement vers 2020. Les prochaines années, les prochains leviers d'action que vous voyez vont être lesquels? On a cité là l'environnement, la formation, très importante, la responsabilisation des personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme perspective? En fait, on se rend compte, nous, surtout qu'on a une offre. Hein. Enfin, je pense que vous Carrément. le comprenez. Il y a une offre de formation, d'outils, énormément de brochures sur le site. Donc, en fait, les outils, on les a. Le sujet, c'est d'arriver à les faire connaître à des entreprises qui ne nous connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas toute cette offre et qui ne savent pas qu'on a... Et souvent, quand on demande, là, on vient de faire des enquêtes auprès de petites TPE, on leur dit qu'est-ce que vous voudriez? Ils nous demandent des choses qui existent, en fait, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils existent. Donc, je vais vous dire, le gros enjeu, outre le maintien, parce qu'il y a toujours un travail de longue haleine de maintien de la pression sur les risques prioritaires. Hein. Il y a encore des morts chaque année des accidents de travail, donc ça, il faut absolument les éviter. Mais il y a un sujet, surtout maintenant, de faire connaître ces outils pour... et ça, c'est pareil, c'est pas si simple. On a un enjeu, nous, de grande action de communication. Il faut qu'on s'articule, c'est un des grands axes du début du PST3. Articuler, vous voyez qu'on est plusieurs acteurs qui ont chacun leur spécificité et leur mission. C'est quand même assez compliqué du point de vue des entreprises, qui a aussi le service de santé au travail. Il faut se mettre à la place, il faut développer une culture de service, en fait, se dire... Les entreprises qui ont des toutes petites boîtes de 10 personnes, ils n'ont pas à connaître la complexité administrative et historique de nos secteurs. Par contre, il faut qu'ils soient au courant de toute l'offre qui est à leur disposition pour améliorer leur travail au quotidien. Donc, je pense que le gros enjeu, et ça va nous prendre un petit peu de temps, mais je pense que si dans 5 ans, on a arrivé à bien améliorer cette connaissance et à mieux s'articuler les uns avec les autres, aussi avec les services de santé au travail, qui sont un acteur qui n'est pas représenté là, mais qui est un acteur majeur pour les entreprises, je pense qu'on aura déjà relevé un gros défi. Bien avancé. En tout cas, ce qui émane aussi de votre participation, c'est la cohésion entre les différents organismes. On voit que c'est quand même, il y a un maillage qui est fort et qui fonctionne bien avec, encore une fois, des particularités de secteurs ou d'actions qui sont importants. Donc le message, il est clair. Tenez-vous au courant, regardez, on peut citer, j'avais vu tout à l'heure, INRS.fr. On peut retrouver beaucoup de documents dessus. Vous avez beaucoup de visiteurs. Bien entendu, vous retrouverez les documents, des films, des vidéos, les inscriptions pour les programmes de formation. Vous trouverez tout sur INRS.fr. INRS.fr. Pour la CNAM, où c'est qu'on peut... on a un site global, mais... L'INRS, parce qu'on est aussi en en fait, un. Et puis, comme on a parlé beaucoup des TMS et qu'on va remettre ces trophées tout à l'heure, bien sûr. Je rappelle qu'on a un site particulier sur ce programme TMS, qui s'appelle tmspro.fr, qui est un site qui, justement, a vocation aussi à être un lieu d'échange entre les entreprises par secteur d'activité, avec une capitalisation des bonnes pratiques. Nous, on croit beaucoup à l'échange entre pairs. Une fois qu'il y a des entreprises qui ont fait des choses intéressantes, l'idée, c'est qu'elles les diffusent auprès des acteurs de leur secteur pour pouvoir... parce que c'est forcément des choses adaptées à la typologie de l'activité. Donc, tmspro.fr. tmspro.fr. Hervé, on vous retrouve sur le site de l'ANACT, anact.fr, où on a effectivement beaucoup d'informations et puis aussi une offre de service. Maintenant, on a refondu complètement notre site avec une logique, comme l'évoquait tout à l'heure mes collègues, de bien afficher notre offre de service et la méthodologie, l'outillage. Nous, on est surtout dans l'accompagnement de démarches et de méthodologie, et donc ces aspects-là sont maintenant très très visibles sur le site. Excellent. Et Marie-Christine aussi sur...
Ben voilà, avec la petite sur brochure le en plus. site www.préventionbtp.fr, vous trouvez de la documentation, des vidéos, tout est téléchargeable gratuitement, donc voilà. Et vous pouvez vous abonner à la revue Prévention BTP. Prévention. Bon, le message est passé. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous.